Alors, nous venons de vous l'indiquer. Donc, une webconférence ce matin dédiée donc à la médiation équine sous deux aspects. Donc, activité non réglementée. On va essayer de vous repréciser un petit peu le cadre, ou plutôt les cadres juridiques donc applicables aux différentes activités de médiation. Et ensuite, nous allons avec vous identifier et analyser les risques juridiques liés effectivement aux activités de médiation aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut vous dire également avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, c'est que nous avions déjà tenu une webconférence sur ce sujet fin septembre 2021, et donc vous pourrez retrouver également un support d'intervention un tout petit peu différent de celui qui vous est présenté aujourd'hui, qui va être plus synthétique et dans lequel vous retrouverez notamment des définitions un peu plus précises. Aujourd'hui, nous allons essayer de garder un peu plus de temps pour les échanges avec vous et pour tenter de répondre de la façon la plus exhaustive possible à l'ensemble de vos interrogations. Donc, très rapidement, dans quel cadre s'inscrit cette webconf d'aujourd'hui? On vous l'a dit au travers du titre, les activités de médiation équine ne sont dans leur ensemble pas réglementées, ou en tout cas pas toutes de la même manière, et donc ça soulève sur le plan du droit de nombreuses questions. Donc un rappel très rapide qui reprend ce qu'on avait dit effectivement fin septembre, état des lieux général des pratiques de médiation, donc quelles sont finalement les activités qui entrent dans le champ de cette étude juridique. Et deuxième partie sur laquelle nous allons insister aujourd'hui, sur les risques juridiques, donc sur le plan de la responsabilité civile, responsabilité pénale également, puisque c'est également un des risques identifiés, risque assurantiel et effectivement les problématiques générales en matière de diplôme autour aussi des pratiques de médiation. Alors, introduction, donc on a découpé cette webconférence en 3 temps, donc comme je viens de vous l'indiquer, un état des lieux rapide, des risques juridiques, et ensuite nous allons analyser et examiner avec vous un certain nombre d'exemples de jurisprudence pour montrer qu'effectivement ce risque, c'est pas uniquement un risque théorique finalement, mais c'est bien un risque concret, un risque pratique qui se pose en matière de médiation, de savoir effectivement lorsqu'on a un accident dans ce domaine, comment le juge va-t-il traiter ce type de difficulté et qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi comme analyse et comme conséquence sur l'ensemble des pratiques de médiation à l'heure actuelle. Alors, très rapidement, à nouveau et avant de rentrer effectivement sur le champ des activités concernées, donc notre étude autour des aspects juridiques de médiation équine, eh bien effectivement, a permis de poser un cadre juridique applicable aux différentes activités de médiation. Et enfin, pour pouvoir finalement connaître et analyser ce cadre juridique, il a fallu au départ retenir une définition générale. Alors je vous la redonne. On ne prétend pas que c'est une définition unique et que c'est la seule définition valable évidemment en matière de médiation équine. Néanmoins, c'est celle qui a été retenue pour pouvoir, sur le plan juridique, effectuer le plus pointu, j'ai envie de dire, et le plus juste possible. Donc, nous, on est parti du postulat que la médiation équine est un accompagnement avec un objectif qui peut être variable et qui peut donc être éducatif, thérapeutique, social, sportif ou managérial, s'appuyant, ça c'est la base, le socle à notre sens de la médiation équine, sur les interactions entre les équidés et les personnes. Donc l'idée ici, vous le comprenez tout de suite, c'est d'avoir une définition qui soit finalement assez large, qui va comprendre dans son champ un ensemble d'activités très large également, et c'est là évidemment que ressort toute la complexité des activités de médiation dans leur ensemble, avec pour certaines un cadre juridique retenu, précis, applicable, pour d'autres aucun. On est sur des activités qu'on va dire non réglementées, et on va effectivement vous présenter ça dans le cadre de cette petite webconférence d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les activités concernées? Je vais passer assez rapidement et là, je vous renvoie une fois de plus à notre webconférence du 28 septembre dernier où vous retrouvez cela et de façon un peu plus détaillée. En gros, on a
5 familles, 5 domaines d'activité de médiation équine qui sont concernés par cette étude juridique. Donc tout d'abord l'équitation adaptée, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut entendre sous le sens du handisport. Donc on est bien ici, je le rappelle très rapidement, sur un apprentissage sportif à l'attention de personnes qui vont par exemple être en situation de handicap. L'objectif, c'est un apprentissage du sport. Ensuite, nous avons également compris dans le champ de cette étude les activités d'équicie. Là, on est sur un objectif d'accompagnement, hein, accompagnement plus spécialement autour effectivement de la communication interespèces. Troisième domaine d'activité, il s'agit de l'équithérapie. Ici, nous sommes sur un objectif qui n'est pas sportif, qui n'est pas uniquement de l'accompagnement, mais qui est bien thérapeutique, qui est effectivement de proposer une solution pour des personnes effectivement en difficulté, une solution qui va plutôt vers le domaine du soin et de la thérapie. Ensuite, nous avons également l'hypothérapie. Donc là, on est sur un champ encore un peu plus restreint qui est celui effectivement de la thérapie, mais précisément de la rééducation fonctionnelle, à l'aide évidemment du cheval de l'équidé. Et enfin, dernière famille d'activités concernées, il s'agit de l'équicoaching. Et là, on retombe plutôt sur un objectif d'accompagnement, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est proposé dans le cadre de l'EQICI. C'est un accompagnement soit des personnes, voire des organisations, plutôt dans des domaines qui vont relever effectivement du management, du leadership, accompagnement aussi pour, on va dire, le monde de l'entreprise. Voilà ce qu'on peut donner très rapidement pour ce qui est des activités qui sont concernées par effectivement notre étude autour de la médiation équine et de ses applications juridiques. Claire vous l'a dit, les activités de médiation équine sont très diverses. Donc, dans le cadre de notre étude, on a essayé effectivement d'analyser sur le plan juridique finalement l'ensemble des activités et d'essayer de vous proposer un état des lieux qui corresponde à la majorité des pratiques et des praticiens et également des bénéficiaires. Donc très rapidement, pour vous cibler les bénéficiaires qu'on a inclus dans le cadre de l'étude, c'est au sens large. Donc ça peut concerner à la fois des adultes et des enfants, également des personnes qui vont avoir tout type de pathologie ou de handicap. Donc ça peut être un handicap mental, un handicap physique, différentes pathologies telles que l'autisme, des troubles de l'attention, la maladie d'Alzheimer par exemple. On peut être aussi sur des bénéficiaires qui vont présenter des fragilités psychologiques, des difficultés sociales ou encore relationnelles, managériales. Donc vous voyez que les bénéficiaires en France, et encore une fois au sens de notre étude, sont vraiment vus de façon très large. Et finalement, toute personne est susceptible à un moment donné eh bien de bénéficier de séances de médiation équine. Pour un peu plus de détails sur ces aspects-là, je vous renvoie à une étude qui a été diligentée par l'Institut français du cheval et de l'équitation, une étude qui n'est pas juridique mais technico-économique et qui vous présente effectivement de manière détaillée les bénéficiaires potentiels. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je pense qu'elle est disponible directement sur le site de l'IFCE. Concernant cette fois-ci les praticiens, donc toujours sur la base d'une idée de poser une analyse juridique, on a ciblé 4 profils sur la base de la compétence. Alors compétence au sens diplôme, hein, ça ne veut pas dire évidemment que les personnes qui ne sont pas du tout diplômées ne sont pas compétentes en médiation équine, mais nous on a été obligés de raisonner vraiment sur le plan du droit et sur le plan du coup du risque juridique, risque qu'on va exposer dans la seconde partie. Donc l'idée, c'était d'essayer de dégager 4 catégories dans lesquelles tous les praticiens, en fonction de leur profil, vont pouvoir se retrouver. Et effectivement, selon la catégorie dans laquelle le praticien va se placer, le niveau de risque auquel il est exposé va être différent. Première catégorie, premier profil, c'est le praticien qui a un double parcours et une double formation, à la fois dans le domaine de l'enseignement de l'équitation, le domaine sportif, et à la fois dans le domaine santé ou médico-social. Donc lui, finalement, il a tous les diplômes possibles, et quand il exerce une activité de médiation équine qui, on le rappelle, n'est pas réglementée, eh bien, il limite
au maximum sur le plan juridique des éventuelles mises en cause de responsabilité ou problématiques de requalification dont on reparlera juste après. Donc ce praticien-là va présenter le moins de risques au sens juridique. Ensuite, vous avez deux catégories où là, cette fois-ci, le praticien va avoir soit un diplôme dans le domaine sportif, domaine de l'enseignement de l'équitation, soit un diplôme dans le domaine de la santé ou du médico-social. Donc lui, finalement, il n'aura pas un risque zéro en termes de responsabilité, mais il sécurise quand même un peu sa pratique parce qu'il a à la base un diplôme reconnu par l'État. Donc finalement, il propose une activité de médiation équine avec des risques, mais des risques quand même limités par rapport à la toute dernière catégorie, qui est celle du praticien qui a une compétence en médiation équine, forcément, mais qui n'a pas de diplôme particulier dans un domaine réglementé par l'État, donc domaine sportif ou domaine du soin ou du médico-social. Donc la difficulté, c'est que dans ce cas-là, étant donné qu'en matière de médiation équine, on l'a dit, on n'a aucune réglementation, eh bien, il s'expose, vous allez le voir, à un certain nombre de risques en matière de responsabilité civile, pénale ou assurance. Alors évidemment, on ne le détaille pas dans cette webconférence, mais les formations sont très nombreuses, très diverses. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez effectivement vous référer à la première webconférence, au premier support qu'on avait proposé, où il y a un tout petit peu plus de détails sur ce point-là. Alors, comme promis, nous en avons terminé avec cette première partie que nous vous avons présentée de façon extrêmement synthétique pour pouvoir accorder un tout petit peu plus de temps, effectivement, à cette seconde partie qui avait fait un peu défaut lors de notre dernière webconf sur, effectivement, les différents risques juridiques identifiés et leurs conséquences pour les praticiens, bien entendu, également pour les bénéficiaires des activités de médiation équine. Alors, premier point très important sur le plan de la responsabilité civile, il s'agit évidemment d'un risque, d'une potentielle mise en cause sur le plan de la responsabilité civile contractuelle. Alors, c'est tout à fait évident que c'est un des premiers risques qui nous vient à l'esprit quand on parle de médiation équine. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un bénéficiaire et qu'en face de ce bénéficiaire, nous avons un praticien de médiation équine, eh bien, il y a nécessairement ou dans une grande majorité des cas, évidemment, la formation d'un contrat. C'est-à-dire que il y a la réalisation d'une prestation par le praticien en médiation équine pour le compte d'un bénéficiaire qui va potentiellement également payer pour se voir délivrer cette séance. Donc, à ce titre, le praticien est débiteur de ce qu'on appelle une obligation de sécurité, donc c'est une obligation contractuelle à l'égard effectivement du bénéficiaire, de celui qui va venir pour effectivement profiter de sa séance de médiation équine. Et pourquoi on pose la question de la responsabilité civile contractuelle ? Eh bien, évidemment, en cas d'accident, si le bénéficiaire est victime d'une chute, par exemple, eh bien, il pourra, sur le terrain des différentes règles juridiques applicables en matière de responsabilité civile contractuelle, rechercher et engager la responsabilité du praticien, notamment si celui-ci a manqué à cette fameuse obligation de sécurité. Et donc là, vous comprenez, lorsque je dis ça, bien évidemment, toutes les difficultés que ça peut poser, et en particulier sur le plan juridique, eu égard aux différents statuts que Laurie a présentés tout à l'heure, que peut avoir effectivement ce praticien de la médiation équine. On y reviendra tout à l'heure avec les deux exemples précisément qu'on a choisi de vous présenter avec Laurie. Donc c'est très clair, on a un bénéficiaire, un praticien, un contrat se forme à ce titre, à l'intérieur d'un contrat, et même si c'est un contrat verbal, j'insiste là-dessus, on n'est pas obligé d'avoir un contrat écrit, le praticien est tenu au respect d'une obligation de sécurité. S'il est fautif dans l'exécution de cette obligation, sa responsabilité pourra être engagée et il sera alors tenu d'indemniser la victime du préjudice qu'elle aura subi. Deuxième fondement en matière de responsabilité civile, il s'agit donc de la responsabilité civile délictuelle.
Cette fois-ci, on se place en dehors de ce fameux cadre contractuel et la responsabilité du praticien peut également être recherchée si l'activité de médiation équine est à l'origine d'un dommage causé à un tiers, donc en dehors de l'exécution du contrat. Ici, on agit sur un autre fondement, hein, on vous a mis les articles du Code civil de référence, bien évidemment, je n'y reviens pas, sur la présentation. On peut agir à ce moment-là contre le praticien en médiation équine en sa qualité de gardien du cheval, du poney, enfin de l'équidé qui va être utilisé à l'occasion de la séance. Donc à ce moment-là, on est en plus sur un régime dit de plein droit, hein, c'est-à-dire qu'il y a une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien d'animal. Si à l'occasion de la séance, pardon, l'équidé utilisé cause un dommage à une tierce personne, eh bien, le praticien, parce qu'il a la garde de l'animal, sera présumé responsable du dommage causé. Donc là encore, un second risque sur le plan de la responsabilité civile qui pèse sur les épaules du praticien en cas d'accident. Concernant le risque assurantiel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en matière de médiation équine, il n'existe pas d'obligation d'assurance pour les praticiens. Alors, sauf pour l'équitation adaptée, puisque là, on retombe sur la notion d'enseignement de l'équitation. Et en matière d'enseignement de l'équitation, on a une obligation d'assurance qui est prévue par le Code du sport. Pour toutes les autres activités, donc retenez aucune obligation. Néanmoins, on ne peut que recommander vivement à tous les praticiens de souscrire une assurance responsabilité civile. Et attention, cette assurance responsabilité civile doit couvrir l'ensemble des risques de mise en cause de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle du praticien. Donc ça, ce sont les deux points que Claire vient d'aborder. Donc concrètement, si vous êtes praticien de la médiation, vous devez regarder si dans votre contrat d'assurance, les deux risques suivants sont bien couverts. Le premier, c'est la mise en cause de votre responsabilité contractuelle, c'est-à-dire le cas où l'un des bénéficiaires va se blesser et où le juge va potentiellement considérer que vous avez commis une faute, c'est-à-dire un manquement à votre obligation de sécurité à l'égard du bénéficiaire, et donc votre assurance va pouvoir couvrir les conséquences de cette mise en cause de responsabilité contractuelle. Deuxième point, là encore on rejoint ce que vient de dire Claire à l'instant, votre contrat d'assurance doit, pour vous protéger au mieux, couvrir les conséquences des dommages que les chevaux, poneys, ânes, enfin tous les équidés qui sont sous votre garde pendant les séances sont susceptibles d'occasionner à des tiers. Donc j'attire vraiment votre attention là-dessus. Ne pensez pas que si vous avez souscrit un contrat d'assurance, vous êtes forcément bien assuré. Il faut vraiment faire la démarche de lire votre contrat en détail, de redemander à votre assureur si besoin, s'il y a des points qui vous semblent pas forcément clairs, et de vraiment vous assurer que ces deux risques sont couverts. Ensuite, dans le contrat d'assurance, vérifiez qu'il n'y ait pas d'exclusion de garantie, ou en tout cas que les exclusions présentes ne vous exposent pas à des risques importants et qu'elles sont finalement en corrélation avec vos activités réelles. Vérifiez aussi le montant des franchises et éventuellement des plafonds. Et surtout, vraiment, si on revient à la base, vérifiez aussi, ça paraît évident, mais vérifiez que vous êtes bien assuré pour les activités que vous proposez réellement. On a eu à l'occasion de l'étude, on a pu voir des contrats d'assurance de praticiens de la médiation équine qui en fait étaient assurés soit uniquement pour des activités d'enseignement de l'équitation ou au contraire dans une catégorie activité de soins. Et finalement, on s'est posé la question de savoir ce qui se passerait en cas d'accident. Est-ce qu'à un moment donné, le juge ne serait pas en mesure de considérer, le juge et l'assureur, de considérer que le contrat d'assurance ne correspond pas aux activités exercées, et du coup, en cas de mise en cause de la responsabilité du praticien, le risque, c'est de se retrouver sans couverture. Donc vraiment, le seul rempart face à une mise en cause de votre responsabilité civile, ça reste l'assurance. Donc soyez hyper vigilants sur ce point. Alors, point suivant, effectivement, après le risque assurantiel, la difficulté
en matière de médiation, c'est que nous avons différentes pratiques. On vous en a présenté effectivement un schéma assez général tout à l'heure en première partie, et donc qu'il y a un risque de requalification en cas d'accident et notamment de contentieux sur telle ou telle activité qu'on peut indiquer comme étant une activité finalement non réglementée, ne relevant pas d'un cadre juridique précis et dédié. Alors, premier point, on l'a vu, les activités effectivement handisport relèvent du champ sportif. Donc sur ces activités-là en particulier, on a des règles extrêmement précises qui s'appliquent, et notamment les règles du Code du sport, qui nous indiquent bien qu'à partir du moment où il y a une prestation d'équitation contre rémunération, eh bien, on se voit appliquer les règles du Code du sport, et notamment le fait qu'il faille avoir et qu'il faille être titulaire d'un diplôme d'État, d'un BP, d'un DE ou de tout autre titre équivalent. Donc, ce risque-là, il existe, même si on peut considérer qu'il est faible, il existe, donc on ne peut pas l'écarter. Et le risque de requalification d'une activité de médiation en activité sportive, et notamment à partir du moment où on fait monter le bénéficiaire sur le cheval, et qu'il y a sans doute aussi une certaine forme un peu d'autonomie dans la conduite et la direction de l'animal, eh bien, il est évident qu'il y a un risque de requalification pour ce type d'activité. Donc, on distingue bien ici, je pense que ça c'est essentiel en matière de médiation, on distingue bien les pratiques de médiation à pied et montée. Donc là, je sais que c'est un vaste sujet, un vaste débat en matière de médiation. On attire l'attention, en particulier des praticiens, sur le fait qu'à partir du moment, notamment où on fait monter les bénéficiaires sur les chevaux, il y a quand même un risque potentiel de requalification sur effectivement les règles du Code du sport qui impose un diplôme et qui nous indique, on vous l'a mis sur la présentation, que le fait d'exercer sans diplôme, eh bien, peut être passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Deuxième risque juridique sur effectivement ces problématiques de requalification et d'absence de diplôme, c'est effectivement si on prend l'autre versant, l'autre volet, qui est effectivement celui finalement de la visée thérapeutique, de la visée effectivement de soins au travers des activités de médiation équine, et où là, eh bien, comme vous le savez, les professionnels de l'accompagnement, de la thérapie en particulier ou de la santé, eh bien, relèvent d'un domaine, du domaine du soin, qui est un domaine extrêmement encadré, notamment en particulier au travers effectivement du Code de la santé publique, avec des règles particulières qui visent à protéger la santé publique. Donc, en effet, alors là, c'est plus une hypothèse d'école, et en particulier sur la médecine, mais il était quand même important de souligner un potentiel risque d'infraction à l'exercice illégal. Alors, de la médecine, ça paraît plus théorique, un risque plus théorique que pratique, mais néanmoins possible. Mais comme les praticiens de médiation équine sont a priori rarement médecins, on a également souligné un risque potentiel d'exercice illégal de la profession infirmière, d'une protection juridique qui existe, qui est prévue dans le Code de la santé publique pour des titres de psychothérapeute, de psychologue. Également, et là on rejoint plutôt l'activité d'hypothérapie sur la réglementation d'une activité effectivement du métier de kinésithérapeute. Et enfin, on a relevé également d'autres points intéressants sur l'exercice illégal d'ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, également orthoptiste, qui sont autant de professionnels susceptibles d'intervenir dans le champ effectivement très large des activités de médiation équine. Pour terminer sur les risques juridiques liés aux activités de médiation équine, un tout petit point sur la responsabilité pénale. Alors, ce n'est pas le risque essentiel qui pèse et principal qui pèse sur les praticiens, heureusement. Néanmoins, on se devait de vous le mentionner parce qu'il existe. On a eu l'occasion d'étudier des jurisprudences concernant notamment des enseignants d'équitation qui ont pu voir leur responsabilité pénale engagée. Donc, sur le plan juridique, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jurisprudences-là, elles peuvent potentiellement se transposer aux praticiens de la médiation équine qui, à un moment donné,
S'ils exposent leur bénéficiaire à un risque et que ce dernier se retrouve blessé, voire décède, ils sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour blessure involontaire ou homicide involontaire. Alors, ce qui distingue les deux infractions, c'est le résultat. Donc, finalement, les conditions d'engagement de la responsabilité pénale sont les mêmes. Il faut nécessairement une faute, un résultat dommageable et un lien de causalité. Et ensuite, finalement, la gravité, enfin, la qualification juridique et la gravité des sanctions dépendent du résultat, c'est-à-dire de l'étendue, de la gravité des blessures, voire du décès du bénéficiaire. Donc on ne rentre pas dans le détail, mais sachez en tout cas qu'il faut être prudent, vous vous en doutez, lorsque vous proposez vos activités, et essayer de limiter au maximum les risques pour ne pas vous retrouver avec une mise en cause de votre responsabilité sur le plan pénal. Alors, dernière partie de notre petite webconférence, et après on tentera de répondre à vos questions qui, j'ai l'impression, sont extrêmement nombreuses. Deux exemples de jurisprudence qui nous semblent être des exemples relativement parlants. Alors, le premier, donc c'est une décision de la Cour d'appel d'Amiens en date effectivement du 12 juin 2008. Donc, bon, on peut croire qu'elle est un petit peu ancienne, mais néanmoins, les principes juridiques qui ont été appliqués à l'occasion de cette décision restent tout à fait valables aujourd'hui. Ça, je vous le précise d'ores et déjà. Donc nous sommes dans la situation suivante où Monsieur B, qui est bénéficiaire de séances de médiation équine et donc est atteint de trisomie 21, suit des séances par le biais de l'institution spécialisée qui le prend en charge. Donc il pratique l'équithérapie au sein, donc dans les installations d'un centre équestre. Alors, le cheval monté par Monsieur B se cabre à l'occasion de la séance et donc entraîne la chute de monsieur. La chute occasionne une paraplégie totale malheureusement, donc chute extrêmement sévère qui entraînera malheureusement le décès de la victime. Donc à ce moment-là, les ayants droit, en l'occurrence la mère de la victime, entame un recours en responsabilité et va, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, au travers des différents risques juridiques exposés, rechercher la responsabilité du praticien en médiation équine. Dans l'espèce qui nous intéresse, il s'agit de l'enseignant d'équitation du centre équestre en charge de la délivrance des séances de médiation. Ce dernier donc est reconnu responsable effectivement de l'accident. Le juge effectivement ayant indiqué qu'il y avait eu un manquement à cette fameuse obligation de sécurité que je visais tout à l'heure au travers des principes de responsabilité civile qui sont applicables aux activités de médiation équine. L'institution qui prenait en charge Monsieur B, bien que co-organisatrice de cette activité d'équithérapie, va voir elle, de son côté, sa responsabilité écartée, puisque au moment de la séance, bien évidemment, elle n'avait, c'est ce que nous dit le juge en tout cas, dans cette décision de la Cour d'appel d'Amiens, l'association n'exerçait aucun contrôle, sur le cheval au moment de l'accident. Et effectivement, on en revient à cette fameuse manquement à l'obligation de sécurité. Le juge, dans ce cas-là, indique que l'enseignant aurait dû être beaucoup plus vigilant s'agissant d'un cavalier, puisque là on parle bien d'un cavalier. Quand bien même il s'agit de médiation équine, on fait monter le bénéficiaire sur le cheval. Donc à partir du moment où il est entre guillemets en autonomie, même si c'est sur un temps restreint, il s'agit de quelqu'un qui monte sur un cheval, donc d'un cavalier, qui n'a pas pris toutes les mesures suffisantes. Et il se voit condamné, effectivement, à payer 270 000 € de dommages et intérêts. On parle d'un contentieux qui a eu lieu il y a maintenant 15 ans, donc 270 000 € en 2008. On est sur un montant de préjudice quand même relativement conséquent. Alors, ce qui est intéressant au travers de cette décision, c'est effectivement... il y a un premier point sur lequel on peut essayer d'analyser un petit peu les choses. Ce qui ne nous est pas indiqué, et ça aurait été intéressant de savoir, c'est est-ce que la présence d'un encadrant, d'un préposé de l'association, c'est-à-dire peut-être d'un éducateur, d'un aide-éducateur, présent au moment de la séance dans le manège ou au bord de la piste, on ne le sait pas. On ne sait pas si quelqu'un de l'association était présent pendant la séance. On verra dans l'exemple suivant que ça peut changer grandement la donne.
Et deuxième point extrêmement important, on est sur un accident grave, évidemment. Hein, en général, on n'engage pas de recours lorsque l'accident n'est pas grave. Donc là, en effet, les ayants droit engagent se lancent dans un contentieux parce qu'effectivement, il y a un préjudice très lourd pour eux. Et ce qu'on retient au travers de cette décision, alors dont on vous livre un résumé extrêmement succinct, c'est qu'il faut effectivement, pour les praticiens, quel que soit leur statut, avoir une vigilance de tous les instants à partir du moment, effectivement, où le bénéficiaire est en situation de très grande fragilité, qu'il n'est pas finalement, lui, de façon autonome, capable d'exercer le contrôle, la direction de sa monture, et qu'il faut certainement adapter les activités qui sont proposées à la fragilité du bénéficiaire, effectivement, que l'on est censé encadrer, auquel on délivre ces prestations. Donc ça, plus le bénéficiaire présente un profil fragile, moins il est en capacité d'être autonome à côté ou sur l'animal, plus effectivement, en cas de contentieux, il y aura une sévérité du juge dans l'interprétation de cette obligation de sécurité à l'égard effectivement de son bénéficiaire. Deuxième élément, et qu'on comprend aisément, c'est qu'ici, dans ce cas présent, c'est un centre équestre qui est condamné avec un enseignant, un instructeur diplômé, et qu'il n'y a pas finalement, dans ce cas précis, de problème assurantiel. Et donc là, je vous renvoie à ce que Laurie vient de vous indiquer tout à l'heure. La question pourrait se poser de façon tout à fait différente dans l'hypothèse de quelqu'un qui exerce dans un cadre non réglementé avec un contrat d'assurance qui peut s'apparenter à des activités équestres et pour lesquelles l'assureur pourrait tout à fait, au moment où le contentieux arrive, dire « je me dégage de ma garantie » parce qu'en fait, vous êtes assuré pour des activités équestres, vous n'avez pas les diplômes requis et donc, à ce titre, je refuse de payer effectivement la garantie. Et là, on se retrouve dans une situation dramatique, on le comprend parfaitement, en particulier à l'égard des victimes. Deuxième exemple de jurisprudence qu'on peut vous proposer. Donc là, on est toujours sur un accident qui a eu lieu à l'occasion d'une séance d'équithérapie. Là encore, vous voyez que la décision est assez ancienne, mais néanmoins toujours d'actualité. Donc attention, aujourd'hui, effectivement, dans un cas similaire, on aurait quand même toutes les chances que le juge prenne la même décision, étant donné que les règles juridiques n'ont pas changé depuis 2004. La victime, Madame S, était une adulte handicapée placée dans un CAT, Centre d'aide par le travail. À l'occasion d'une séance d'équithérapie qui avait lieu dans un centre équestre, elle a chuté, elle s'est blessée gravement. Ce qui est à l'origine de sa chute, c'est un changement de monture. En fait, Madame S avait l'habitude, pendant ces séances, de toujours avoir le même cheval. Et ce jour-là, il y avait eu un changement de cheval qui avait été décidé par le centre équestre. C'est ce qui a entraîné sa chute parce que, effectivement, elle n'était pas en confiance, ça s'est mal passé, enfin voilà. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour elle. Donc il y a une recherche de responsabilité du CAT, mais également du centre équestre. Et ce que le juge décide au final, c'est de reconnaître une double responsabilité. Responsabilité du centre équestre sur le fondement de la responsabilité délictuelle parce que la victime, Madame S, n'était pas liée par un contrat directement avec le centre équestre, mais néanmoins, le juge a considéré qu'il y avait une faute, un manquement, finalement une obligation de prudence, une faute du centre équestre qui avait modifié le choix de la monture et qui n'avait pas été assez prudent vis-à-vis de la victime sur ce point-là. Et également une responsabilité contractuelle du CAT, parce qu'il y avait bien un contrat entre Madame S, la bénéficiaire, et le centre d'aide par le travail qui l'accueillait. Là aussi, le juge a considéré que le CAT était fautif parce qu'il n'avait pas alerté suffisamment le centre équestre sur l'importance du choix de la monture et qu'il aurait lui aussi dû agir pour éviter un changement trop brutal, peut-être pour choisir une autre monture, pour laisser un peu plus de temps à la victime pour s'habituer et pour se mettre en confiance. Et donc, au final, vous voyez une décision qui est assez sévère puisqu'on a effectivement une double mise en cause de responsabilité. Et donc, qui dit responsabilité, dit obligation d'indemniser la victime. Alors, sur cette décision, on n'a pas de montant du préjudice.
qui était indiqué clairement, mais on peut imaginer effectivement que c'est un montant aussi relativement élevé. Donc tout ça pour vous montrer que les mises en cause de responsabilité en matière de médiation équine existent. Et comme l'a dit Claire, ça renvoie à deux éléments sur le plan de l'analyse juridique. Le risque accru de mise en cause de responsabilité lorsqu'on a un bénéficiaire qui est en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'il est, entre guillemets, plus fragile qu'une personne qui est en bonne santé et en pleine possession de ses moyens et qui est plus actif finalement pendant la séance. Là, du coup, le bénéficiaire, il est dans un rôle passif et il a encore plus besoin d'être protégé et le centre équestre ou le centre d'aide par le travail ou l'intervenant quelconque en médiation équine doit être encore plus vigilant, encore plus prudent et doit faire vraiment tout ce qu'il peut pour éviter l'accident. Donc le juge est beaucoup plus exigeant à son égard. Et effectivement, ça renvoie aux questions d'assurance. Si le praticien en médiation équine est bien assuré, a priori, il limite les risques. En tout cas, pour lui, sur le plan personnel, parce que s'il n'a pas d'assurance et qu'il est tenu d'indemniser sur ses fonds propres, évidemment, on comprend la difficulté pour lui et les conséquences dramatiques pour l'avenir. Pour terminer, on vous a fait un petit point sur ce qu'il faut retenir sur ces activités de médiation équine et sur le cadre juridique. Première chose, vous l'avez compris, les activités de médiation équine, les profils des praticiens et également les profils des bénéficiaires sont extrêmement divers. Deuxième point, ces activités de médiation équine ne sont pas réglementées, ça veut dire qu'il n'existe aucun diplôme obligatoire reconnu, imposé par l'État pour pratiquer de la médiation équine. Ces activités sont en développement, il y a beaucoup de formations, mais il n'y a pas effectivement d'obligation de diplôme. Sur le plan du risque juridique, ils sont nombreux, vous l'avez vu, responsabilité civile, assurance, responsabilité pénale. Donc il faut, lorsque vous êtes praticien de la médiation équine, être informé et être bien assuré pour essayer de limiter au maximum les risques. Et enfin, ce cadre juridique et le besoin finalement de réglementation en matière d'activité de médiation équine, c'est un enjeu qui est extrêmement important en vue d'une sécurisation des pratiques, des praticiens, des bénéficiaires et surtout en vue d'assurer un bon développement de ces activités et d'essayer finalement de faire au mieux pour tous les acteurs de la médiation équine. Alors, j'espère qu'on n'a pas été trop long, mais si, on est toujours trop long de toute façon. Voilà, donc ça, c'est effectivement un de nos défauts. On va essayer de remonter donc à travers le chat public et de répondre à vos différentes questions. Je vois qu'elles sont extrêmement nombreuses. Alors. Je pense que nous avons répondu à un certain nombre d'interrogations aussi au fil de la seconde partie. Alors, Madame Isabelle Claude. Donc pour l'équicie, personne n'a été contacté par vous. Sur quelle base appuyez-vous vos connaissances? Alors, écoutez, je vais vous répondre de façon très transparente. L'Institut de droit équin a été diligenté par la filière dans son ensemble et par l'IFCE en particulier pour mener un travail juridique sur les activités de médiation équine. Donc, on a une littérature déjà relativement fournie. Nous, on n'est pas des spécialistes de la médiation équine. Et c'est pas du tout notre propos de dire qu'on l'est. Néanmoins, il est important, pour pouvoir réfléchir sur le plan juridique, d'avoir effectivement un cadre de départ avec des activités clairement définies et le champ d'application de l'étude a été défini effectivement d'un commun accord entre l'IFCE et l'Institut de droit équin bien évidemment, mais également un comité de pilotage qui est représentatif de ces différentes tendances en matière de médiation équine. Voilà pour cette première question. Je croyais que l'équicie n'était plus reconnue, Madame Corinne Cavch. Alors, c'est pas que l'équicie n'est plus reconnue, c'est que l'équicie était inscrite au RNCP et que la formation d'équicien était inscrite dans ce cadre-là et donc reconnue. Finalement, c'est une sorte de validation publique qui confère à la formation un titre
un peu officielle, reconnaissant le métier d'équicien. Voilà, et donc indiquant que cette formation répondait, c'est l'intérêt du RNCP, hein, répondait à un besoin et à une demande effectivement du marché du travail en la matière. Et bien effectivement, cette certification a été perdue, mais peut-être qu'elle est en cours de renouvellement et qu'elle va être à nouveau octroyée par le RNCP sur la formation d'équicien. Ça, je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Sur les 5 activités, donc Fleur le Floc, sur les 5 activités, lesquelles permettent de faire monter des patients sans brevet d'État. Alors, c'est pas, là, on ne raisonne pas en termes d'activité. La problématique, c'est de savoir si on fait monter le patient sur le cheval, à quel moment on considère qu'il y a un risque de requalification. Donc ça, on y a répondu un peu sur la seconde partie. Hein, un risque de requalification en activité d'équitation, donc soumise à un diplôme, et à partir de quel moment on considère au contraire qu'il ne s'agit pas effectivement d'une pratique équestre et que à ce moment-là, on est en dehors effectivement des règles du code du sport. Voilà, le problème, c'est que j'ai envie de dire, c'est tout est affaire de. On ne peut pas répondre de façon générale à cette question, et c'est toujours la difficulté, c'est que le droit, au même titre que d'autres domaines, n'est pas une science exacte, qu'il évolue dans le temps et que à une situation précise, on ne peut pas donner une réponse générale. Donc, effectivement, on l'a vu au travers des quelques exemples qu'on vous a présentés. La requalification, elle existe, mais je pense que ça va dépendre de différents facteurs. Quel est le profil du bénéficiaire, quelle est également la qualification de l'intervenant. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, à mon sens, c'est qu'à partir du moment où on met la personne sur l'équidé, de surcroît, on va lui laisser un moment en autonomie, peut-être sur le cheval, et qu'il ne va pas y avoir effectivement, on va le laisser seul avec le cheval sur l'animal, et bien il y a quand même un risque, notamment s'il y a un accident, de surcroît si cet accident est grave, qu'il y ait une possible requalification pour effectivement pouvoir faire face à l'indemnisation d'une potentielle victime. Alors, question de Claire Morin. Les activités de développement personnel avec le cheval et du bien-être ne rentrent pas dans le champ de la médiation. Alors, si effectivement, tout ce qui est développement personnel, équi-coaching, amélioration des capacités managériales, par exemple, de la confiance en soi, de tout ce qu'on peut imaginer, effectivement, ça rentre bien dans le champ de cette étude, donc pas de difficulté. C'est vraiment médiation équine au sens très très large. Donc, vous êtes tout à fait concerné par nos propos. Parmi les 4 profils, alors là on revient effectivement, voilà, ont-ils le droit de faire monter les patients à dos de cheval? Alors ça, on vient de répondre, hein, on ne va pas y revenir effectivement. Alors, on continue. Donc là, vous voyez, vous retrouvez dans le chat hein, quelques liens utiles pour compléter nos propos. Quelles sont vos statistiques en matière d'accidents? Alors, nous, en fait, on n'a aucune statistique parce que, comme l'a dit Claire, on n'est pas spécialiste de la médiation équine. Et puis, en plus, à notre connaissance, il n'y a pas d'organisme qui recense le nombre d'accidents. Donc là, effectivement, c'est pas du tout possible de vous répondre. Sur cette question, effectivement, des statistiques, et comme le dit Laurie, nous, on est un organisme d'expertise juridique. Donc, on n'est pas un institut de statistiques. Donc, en l'occurrence, nous, on a recensé la jurisprudence, effectivement, qu'on a trouvée en la matière. Et ce qui est plutôt rassurant, en effet, c'est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, et comme on peut s'en douter, sans être un statisticien, c'est que plus l'activité de médiation équine va se développer, plus le risque d'accident va augmenter. Donc, et comme toute activité qui se développe, eh bien, on se pose souvent des questions juridiques sur un cadre général applicable. Et je pense à ce titre-là, pour répondre à Madame Isabelle Claude, que sans doute les professionnels de la médiation équine, et peut-être notamment au travers du syndicat qui existe et qui est censé rassembler l'ensemble des praticiens en la matière, pourraient sans doute être à l'initiative et à l'origine de ce travail pour référencer et recenser chez l'ensemble des praticiens, quelles que soient leurs influences et leurs sensibilités et leur formation, les difficultés qu'ils ont en matière de peut-être de gestion d'accidents et d'assurance. Mais je pense que c'est un travail que la filière de la médiation équine en particulier pourrait sans doute s'approprier. Que savez-vous des recommandations et obligations en matière d'assurance? Alors là, je pense que j'ai répondu, à moins que vous ayez des questions un peu plus précises à poser dans le chat, mais voilà, on a abordé cette question de l'assurance.
À quoi bon passer un diplôme coûteux et long comme le BPGEPS si n'importe qui peut faire de la médiation animale? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes titulaire d'un BPGEPS, vous limitez les risques juridiques. Pourquoi? Parce que si en cas d'accident, le juge considère que votre pratique de médiation équine doit être requalifiée en enseignement de l'équitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'a vu dans le code du sport, pour enseigner l'équitation, on doit obligatoirement être titulaire d'un diplôme. Donc si vous êtes titulaire de ce diplôme, vous ne risquez rien en termes de mise en cause de votre responsabilité, notamment pénale. Alors que si vous n'avez pas ce diplôme, eh bien effectivement, c'est là que ça se corse et que vous risquez les sanctions que Claire a abordées tout à l'heure. Je me souviens pas exactement, mais en tout cas, il y a une peine, voilà, une peine d'emprisonnement, donc d'1 an, et 15 000 € d'amende. C'est là que vous voyez effectivement tout l'intérêt de passer ce diplôme si vous le souhaitez. Alors désolé, c'est un peu long, hein, mais c'est le temps qu'on lise tous les commentaires qui n'appellent pas forcément de réponse de notre part. Comment avoir une certification professionnelle? Ben là, c'est la même question hein, que ce qu'on vient de poser. Il semble que vous ignorez que les personnes pratiquantes puissent être informées. Votre discours semble très orienté par qui est commandé cette étude. Alors là, la première partie de votre réflexion, j'avoue que je ne comprends pas forcément. Votre remarque sur l'information, je ne vois pas trop ce qu'elle vient faire ici. Notre discours orienté, ben effectivement, je ne suis pas sûre que vous ayez bien écouté notre propos. Claire l'a dit, l'étude a été diligentée par l'Institut français du cheval et de l'équitation et aussi par un certain nombre d'organismes qui font partie de la médiation équine et qui sont très influents dans ce domaine. Il y a eu un comité de pilotage, l'étude a été validée par un certain nombre d'acteurs. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre étude, elle est juridique et elle n'est absolument pas orientée, il n'y a aucune orientation politique, ni quoi que ce soit. Donc, je trouve que cette remarque n'a effectivement aucun intérêt, en tout cas, et précisément dans le cadre de cette webconférence. La présence d'un professionnel diplômé, moniteur, au sein de la structure change-t-elle la donne? Alors oui, effectivement, si vous êtes praticien de la médiation équine et que vous n'avez pas de diplôme en matière d'enseignement de l'équitation, le fait de proposer vos séances avec un enseignant diplômé, ça limite les risques juridiques parce que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, en cas de mise en cause de responsabilité et de requalification de l'activité de médiation en enseignement de l'équitation, il y a ce diplôme du moniteur qui vient vous protéger, qui vient limiter les risques et surtout qui vient garantir derrière qu'une personne sera assurée et pourra indemniser éventuellement la victime. Alors, bonjour, connaissez-vous un assureur proposant une ERC couvrant la médiation équine? Mon assureur n'est pas compétent dans ce domaine. Alors là, nous, on ne connaît pas spécifiquement ou en particulier des assureurs. Néanmoins, ce qu'on peut vous proposer, c'est de nous envoyer un petit mail donc sur droitequin@gmail.com et on pourra vous adresser la liste des assureurs membres de l'IDE si vous le souhaitez et vous verrez en direct avec eux s'ils peuvent proposer effectivement ce type d'assurance ou pas. Mais en effet, vous avez raison de le souligner et je pense que vous appuyez sur un point important, une difficulté que doivent actuellement rencontrer les praticiens, c'est effectivement le refus d'assurance par les compagnies d'assurance qui ne savent pas, finalement, à défaut de cadre juridique effectivement clair, où positionner ces activités et comment les assurer. Et surtout, ils identifient derrière cette activité un risque qui peut quand même être même si les accidents sont peu nombreux, je le redis, et ça c'est plutôt rassurant à l'heure actuelle, enfin, en tout cas nous ceux qu'on a trouvés dans la jurisprudence, néanmoins il suffit d'un accident pour avoir un contentieux qui soit extrêmement lourd. Alors, 270 000 € dommages et intérêts, on comprend mieux pourquoi d'autres caisses ne veulent pas accueillir. Oui, l'équitation est une activité reconnue à risque, et personne ne doit l'ignorer, absolument. Par rapport, ok, alors, est-ce que le patient était en autonomie ? Alors là, effectivement, c'est une excellente question. Sur le premier cas de jurisprudence, donc de Monsieur B qui était atteint de trisomie 21, pardon, qui a fait une chute sévère et qui est malheureusement conduit à son décès, il était en autonomie effectivement sur le cheval. Et donc, je pense que ça aurait pu être analysé juridiquement tout à fait différemment s'il avait été tenu en longe courte. Et c'est-à-dire, la question c'est de savoir, est-ce que le cavalier
est en posture, est en situation d'avoir finalement la maîtrise et le contrôle de l'animal. Auquel cas, lorsqu'on tient en longe courte et s'il y a peut-être une deuxième personne, un assistant à l'occasion de la séance qui vient et qui aide aussi la personne à bien se stabiliser sur le cheval, donc une personne qui tient l'équidé, une autre qui aide le bénéficiaire à avoir la bonne posture sur le cheval. Bon, là, on a un encadrement où on pourrait en tout cas sur le plan juridique défendre l'argument qui consiste à dire ça n'est pas de l'équitation à proprement parler parce que le cavalier, il est bien sur le cheval, oui, mais il n'est pas en situation d'être autonome et de guider et de contrôler lui-même et directement le cheval. Donc ça, c'est une excellente question. Et je pense qu'à minima, c'est une précaution que doivent prendre tous les médiateurs, les praticiens en médiation équine, qui, comme l'a rappelé Laurie, ne sont pas titulaires d'un BP pour tenter en tout cas de minimiser les risques si toutefois il devait y avoir un accident. Alors, Madame Claude, vos exemples mettent en lumière que les accidents en matière de médiation sont tellement peu nombreux que vos exemples remontent à 15 ans. Alors, je l'ai indiqué dès le départ en disant que sur le plan juridique, ça ne changeait rien puisque les règles présentées dans ces jurisprudences sont toujours effectivement applicables aujourd'hui. Ben, je redis ce qu'on a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas un organisme statistique, donc nous, on a fait une étude juridique sur les éléments juridiques qu'on avait à notre disposition, nous avons fait ce qu'on appelle des recherches de jurisprudence, voilà, donc après, je pense que la question statistique, c'est quand même aux professionnels de la médiation de s'emparer de ce sujet, effectivement. Et par contre, ben, c'est quand même très rassurant de voir qu'il y a peu de jurisprudence, donc ça, c'est plutôt effectivement très bien. Maintenant, ça ne justifie pas pour autant finalement de croire ou de penser qu'il n'y a aucun risque à pratiquer la médiation, quand bien même il n'y a que un ou deux accidents, et tous ne vont pas donner lieu à un contentieux. Donc nous, on a fait simplement une recherche de jurisprudence. Donc le côté accidentogène de l'activité, il est aujourd'hui immesurable. Par contre, quand on a un accident très grave, avec effectivement un décès au bout, bah, c'est quasiment effectivement l'accident de trop. Donc je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure au travers d'une observation, mais des gens en contact avec des chevaux, des gens, un public fragile, qui n'aura pas nécessairement, évidemment, les bons réflexes, les bons gestes face à une réaction d'un cheval qui peut être une réaction brusque, donc violente, de par effectivement la taille et le poids de l'animal. Et on a beau éduquer le mieux possible les chevaux qui vont être utilisés dans le cadre de la médiation, le cheval reste le cheval, et donc toute activité à son contact peut présenter un risque. Et même s'il est mineur, on ne va pas dire qu'il n'y a aucun risque en matière de médiation. Ce serait effectivement totalement erroné de notre part. Et voilà, on ne peut pas aller évidemment dans ce sens-là et dans ce discours-là. Ça ne nous semble pas du tout adapté en la matière et surtout pas protecteur ni des intérêts des praticiens ni des intérêts des bénéficiaires. Alors, le développement personnel, je pense qu'on a répondu. Ça entre dans ce qui est potentiellement effectivement de l'équi-coaching, voire de l'équicie également, qui peuvent, voilà, qui sont des activités qui peuvent encourager tout type effectivement de profil de personnes avec des objectifs qui peuvent être variables. Alors, infirmière DE, j'exerce la médiation équine au sein d'une écurie de propriétaires. Il m'arrive de proposer des séances à cheval afin de travailler certains objectifs. Un moniteur DE est sur place mais n'intervient pas directement. Je comprends qu'il y a des risques avec la mise à cheval des bénéficiaires, doivent passer un diplôme. Alors voilà, c'est effectivement la question, ou l'ensemble des questions qu'on a tenté de se poser au travers de cette étude. Je pense qu'effectivement, alors vous avez un diplôme d'infirmière, ça vous permet sur prescription médicale, effectivement, de délivrer. Donc déjà, vous intervenez dans un cadre qui est quand même clairement identifié, qui va être plutôt celui, en tout cas, de l'équithérapie, avec une prescription médicale qui vous autorise, vous, en tant qu'infirmière, à délivrer un certain nombre d'éléments. Et la présence du moniteur qui est diplômé d'État, qui est sur place et qui peut veiller à la sécurité même s'il n'est pas intervenant, me semble, de mon point de vue, présenter un cadre tout à fait adapté au déroulement de la séance. Maintenant, c'est à voir. Si vous souhaitez à un moment donné avec un patient, un bénéficiaire, franchir un stade et le mettre un peu en autonomie sur le cheval, peut-être avoir effectivement ce moniteur DE qui soit présent au moment de l'encadrement de la séance pour donner à vos côtés un certain nombre de consignes et qu'on sécurise effectivement sur le plan juridique et le plan de la responsabilité la pratique. Mais ça me semble être en tout cas la bonne façon de faire et la bonne vision des choses de votre part. Donc si le centre de médiation avec des personnes non diplômées, d'accord, alors donc là il n'y a pas de question particulière. Doit-on considérer le fait que de mettre à cheval soit différent d'un acte sportif?
Bah, c'est plutôt effectivement de dire que dès lors qu'on se met à cheval, on a le risque effectivement que ce soit considéré comme une activité sportive, ça on l'a indiqué. L'IFCE, la FFE ont tout intérêt à réglementer la profession. Bon, alors là on rentre dans un débat politique sur lequel effectivement nous ne souhaitons pas intervenir. L'Institut Droit-Équin est un organisme indépendant qui a mené une étude juridique en toute objectivité, neutralité et impartialité. Je tiens à le redire et à le répéter, c'est extrêmement important pour nous que vous ayez des idées sur un combat politique sous-jacent. Bien évidemment, c'est votre droit et vous avez votre liberté d'opinion et votre liberté d'expression, mais ça n'est pas le propos aujourd'hui. Alors, Alors, comment est considérée la médiation équine sur le plan juridique? Est-ce une activité commerciale, civile, fiscalement? Alors, ben justement, toute la question, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas réglementé. Donc, du coup, ben, finalement, il y a aucune réglementation. Donc, pour l'instant, malheureusement, on n'est pas en mesure de vous répondre sur ce point-là. En attendant la reconnaissance de leur pratique, les équiciens sont en quelque sorte hors la loi, ou du moins hors assurance. Alors, non, rassurez-vous, les praticiens en médiation équine ne sont pas hors la loi. Il n'existe pas de règles, donc forcément, on ne peut pas reprocher aux personnes qui proposent des activités de médiation de ne pas respecter un certain nombre de règles, de ne pas être diplômées ou quoi que ce soit, puisque précisément, il n'y a pas de réglementation. Et en matière d'assurance, alors rassurez-vous, il y a des assureurs qui proposent d'assurer ces pratiques. Donc vous allez forcément trouver, mais soyez vigilants. Il faut vraiment être sûr que votre assureur ait bien compris les activités que vous proposez et vous ait bien assuré pour les bonnes activités. Ça, c'est hyper important parce que parfois, bah, il y a un problème de compréhension entre le praticien et l'assureur. Et si l'assureur n'arrive pas à identifier les risques, eh ben, il ne pourra pas vous assurer correctement. Et en cas de contentieux, vous risquez d'avoir un problème. Qu'en est-il des responsabilités de chacun pour des séances d'équithérapie réalisées auprès de cavaliers propriétaires de leurs chevaux? Alors là, c'est un peu les mêmes règles, c'est quasiment les mêmes règles que ce qu'on a abordé. À partir du moment où vous proposez une activité de médiation équine, finalement, c'est vous, praticien, qui êtes responsable et qui êtes gardien de l'animal pendant la séance. Donc, en cas d'accident, eh bien, on revient sur les règles qu'on a abordées. Vous avez toujours, à l'égard du bénéficiaire, votre obligation de sécurité de moyens et vous devez mettre tous les moyens à votre disposition pour éviter un accident. Donc, vous êtes toujours sur cette obligation de sécurité et ça ne limite pas la potentielle mise en cause de responsabilité. Comment aider le grand public, les familles et les institutions spécialisées à s'adresser aux professionnels qui correspondront à leurs objectifs sans réduire le handicap et la mise à cheval à la thérapie? Alors là, j'avoue que sur le plan juridique, on n'a pas vraiment de solution. Ce qu'il faut, c'est à mon avis que, encore une fois, hein, toutes les institutions et tous les acteurs de la médiation équine s'emparent du sujet, tentent effectivement voilà, de se fédérer, peut-être de créer une seule et unique structure qui sera référente pour référencer tous les praticiens, pour proposer, alors c'est déjà le cas, mais pour continuer effectivement à proposer des formations de qualité, à communiquer sur le sujet, à inciter les pouvoirs publics à réglementer cette activité pour donner des garanties au public, aux bénéficiaires et pour essayer de rendre service effectivement à toutes les personnes qui proposent des activités de médiation. Question concernant le portage. Équidé tenu en longe par une ou deux personnes, y a-t-il des réponses juridiques précises? Alors là, non, malheureusement, on est un peu toujours dans le flou. On est entre les activités montées et les activités à pied, mais il existe toujours un risque effectivement de requalification en enseignement de l'équitation, en équitation, en activité sportive, avec les risques qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors du coup, en l'absence de jurisprudence, en l'absence effectivement de références précises, on ne peut pas vous donner vraiment de réponse oui ou non. Claire l'a dit, le droit évolue tout le temps et n'est pas une science exacte, donc malheureusement, on ne peut que vous mettre en garde et vous dire qu'il y a un risque, d'où derrière l'importance d'essayer de vous assurer au mieux. Alors, on va essayer de passer très rapidement en vue les dernières questions. On est désolé, hein, mais il va être l'heure malheureusement de conclure. Alors en plus, on a un petit bug de chat qui est ralenti. Alors on en était où? On nous a remonté, non? Alors je remonte, hein, désolé, on fait très rapide.
Alors, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, vous pouvez soit les adresser par mail à l'IFCE. Je pense que Frédéric ou Laetitia vont remettre le lien dans le chat, ou éventuellement, si vous voulez directement nous les adresser à droitequin@gmail.com. N'hésitez pas si malheureusement on n'a pas pu vous répondre. Je pense qu'on a fait le tour, non? Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, très honnêtement, ça soulève questions, beaucoup de débats, parce qu'il y a effectivement différentes approches, différentes formations. Donc nous, on entend, on comprend bien, hein, effectivement, le contexte de cette étude dans un champ, une fois de plus, d'activités de médiation qui sont extrêmement larges. Nous espérons avoir répondu à l'ensemble des questions et surtout que ça aura pu éclairer un certain nombre de points. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous disons à bientôt, sans doute pour d'autres webconférences sur des sujets juridiques intéressants, la filière du cheval. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous.